Donc en tout cas, merci à ceux qui se sont déplacés d'être venus pour parler d'un sujet euh, qui, a priori, pour des profs peut sembler un peu éloigné, mais pourtant c'est quand même concrètement ce que nous sommes. Nous sommes donc des fonctionnaires, donc on va parler un petit peu de la fonction publique. Et je vais essayer de vous montrer en quoi la fonction publique est une sacrée invention, une invention, j'ose le dire, même de révolutionnaire. Alors, je vais souvent employer le mot révolution ou révolutionnaire. Révolutionnaire, ça ne veut pas dire on sort avec des armes et on tue tout le monde. Hein. C'est pas révolutionnaire dans le sens où il y a une évolution, puis on change de modèle d'expliquer le réel. Euh, alors, donc, la fonction publique, j'en ai assez, moi, qu'on me dise toi, t'es fonctionnaire, tu travailles pas. En gros, j'en ai assez qu'on nous dise de baisser les yeux quand on nous dit qu'on est fonctionnaire. Contextualisé presque. Voilà, on a tellement intériorisé le message qu'on n'ose pas dire on est des privilégiés, nous on est des fonctionnaires, on est des privilégiés parce que déjà on ne peut pas être viré, on est toujours payé, on s'en fiche de savoir, on est toujours payé, bon à moins de faire des grosses bêtises, mais voilà, on est sûr d'avoir notre salaire à vie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Nous, c'est vrai que tout ce qu'on fait, notre activité, bon en plus là, je suis devant des professeurs, enfin l'éducation nationale, notre activité elle n'est pas... ça ne met pas en jeu des spéculations boursières ou je sais pas quoi, donc on n'a rien à voir avec le monde de l'argent. Ça y tend de plus en plus, mais pour l'instant en tout cas c'est quand même un petit peu préservé, comme d'autres domaines, la santé, etc. Des domaines qui a priori, la justice, qui doivent être hors du monde de l'argent, et puis petit à petit, le capital rentre de plus en plus dans ces domaines-là, ce qui est malheureux. Donc voilà, il faut arrêter de baisser les yeux et j'espère que vous repartirez là en étant au contraire fier d'être fonctionnaire et d'être capable de dire pourquoi il faut être fier d'être fonctionnaire plutôt que de toujours baisser les yeux, parce que à force de les baisser d'ailleurs, ils sont fermés et du coup on voit même plus en quoi nous sommes une catégorie qu'il faudrait généraliser au plus grand nombre, parce qu'on est quand même heureux quand on est fonctionnaire. Bon, on est à peu près sûr, comme je disais, d'avoir notre salaire, on est à peu près sûr on n'a pas de hiérarchie directe. Enfin, si, on a une hiérarchie, mais on n'a pas de patron qui nous met la pression en nous demandant du rendement, etc. Donc, quelque part, c'est quand même une chance. Alors, je rentre dans le vif du sujet, parce que pour changer ce regard-là sur la fonction publique, il faut changer de regard sur, je parlais tout à l'heure du capital. Qu'est-ce qu'il y a avec le capital? C'est le capitalisme. Et si on nous embête de plus en plus, même dans la fonction publique, et si on nous tape dessus en nous disant, nous, les fonctionnaires, nous sommes de les dépenses publiques, c'est justement parce que ça embête les grandes puissances d'argent, ça embête les gens qui détiennent le capital, donc tous les grands patrons, tous les profiteurs, mais on va voir que ce n'est pas que les grands patrons qui sont en cause. Alors justement, je viens de voir tout à l'heure que était gravé sur le mur, là, ici, un papier très... Enfin, pas gravé, mais c'est pas des simples punaises, là, comme pour les posters, c'est des vis, donc on ne peut pas les enlever. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. C'est dommage que j'ai pas de prof d'histoire là, parce que souvent les profs d'histoire, ils apprennent 1789, c'est la Révolution française. Et non, c'est juste la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La Révolution française, c'était 92. Ça a duré 2 ans, 92-93, où le peuple a un petit peu pris le pouvoir. Puis après, le capital a repris. Alors quand on dit le capital, c'est à cette époque-là, ceux qui ont fait la Révolution, c'est la bourgeoisie. Avant, il y avait les aristocrates qui dominaient naturellement. Et après, ce furent les bourgeois qui ont dominé. Et ils ont dominé à travers 4 institutions que je vais vous présenter, mais très vite, parce que sinon il y a une conférence de 2 heures, mais c'est pas possible, on fait vite. Et curieusement, c'est dans l'article 2, alors c'est pas l'article 50 alinéa 12, c'est vraiment l'article 2, donc c'est au début, je vous le lis, bon je vous passe certains trucs, mais il y a des droits qui sont naturels et imprescriptibles. Et un de ces droits, c'est marqué ici, c'est la propriété. Donc ça, au travers de ce droit à la propriété, c'est ainsi que la classe capitaliste, la classe qui a pris le pouvoir en 1789, s'assure de se maintenir en place. Parce que quelqu'un qui dirige, il ne tient pas forcément à émanciper le peuple, il tient à rester celui qui dirige. C'est pour ça qu'entre parenthèses, il ne faut pas forcément attendre que des solutions viennent de nos dirigeants, puisque eux, ils veulent rester au pouvoir, et on les comprend.
Pour l'instant, c'est la classe qui gagne, ils n'ont pas toujours gagné. Ils ont mis 5 siècles à pondre ce papier quand même, parce que ça a commencé en 1200, avec la grande charte des Anglais, c'est international, tout ça. Et en 1789, au bout de 5 siècles de lutte, la bourgeoisie a réussi à prendre le pouvoir et à devenir la classe qui dominait les autres classes. Ils ont même fini par dominer les aristocrates parce qu'ils avaient ce droit de propriété. Propriété, on en parlait tout à l'heure, c'est pas la propriété de sa paire de chaussures, de sa brosse à dents, de sa chaise, de je sais pas quoi. Hein. C'est propriété lucrative dans le sens où on considère normal, et je vais vous le dire, mais vous allez quand même trouver ça normal, on considère normal, naturel, hein, c'est écrit, et imprescriptible, qu'un patrimoine, être propriétaire de quelque chose, c'est donc avoir un patrimoine, rapporte de l'argent, rapporte de la valeur. On dit, bah oui, mais c'est normal, je sais pas quoi, vous êtes propriétaire d'une usine, c'est normal que ça vous rapporte des sous. Vous êtes propriétaire d'une salle de spectacle, c'est normal que ça vous rapporte des sous. Bon, alors c'est normal juste parce que c'est écrit sur le papier, hein. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais ça n'a pas toujours été comme ça avant. En 1500, c'était totalement, on n'aurait jamais pu dire une chose pareille. Hein. Donc la propriété lucrative, c'est considérer donc qu'un patrimoine rapporte de la valeur. Je le disais, vous êtes propriétaire d'une usine. Imaginons que cette usine, bon, on ferme la clé le soir jusqu'au lendemain matin, la nuit, qu'est-ce qui se passe? S'il n'y a personne qui utilise les outils, s'il n'y a personne qui utilise la machine ou je ne sais pas quoi, ça ne rapporte pas d'argent. La machine, elle ne crée pas de la valeur comme ça, non de rien. Alors on pourrait me dire, oui, mais il y a des trucs qui travaillent tout seuls la nuit, des robots de plus en plus. C'est vrai, mais même les trucs qui travaillent tout seuls, les machines, les robots, il faut quand même qu'il y ait un humain qui appuie sur on, qui mette une goutte d'huile, je sais pas, puis même, il faut même un humain qui l'a inventé. Donc même derrière un robot, c'est ce que Karl Marx appelait le travail mort, même derrière un robot, il y a quand même du travail vivant, il y a bien un être humain qui l'a conçu et qui a donc travaillé pour créer ce robot ou cette machine-outil. Donc il faut, pour que cette machine-outil rapporte de l'argent, génère de la valeur, il faut qu'il y ait un travailleur dessus. Donc ça veut dire que le propriétaire lucratif, celui qui possède l'usine, ça peut être aussi un terrain, ça peut être un appartement, hein, celui qui possède quelque chose, ça ne génère pas de la valeur tout seul, ça génère parce qu'il y a quelqu'un qui travaille dessus. Donc quand un propriétaire gagne de l'argent, il le gagne parce qu'il il profite de l'argent que fait le travailleur sur cet outil de production. Je prends l'exemple, je sais pas, une société de ménage qui fait du ménage dans un truc privé, le balai, l'aspirateur, je sais pas quoi, le balai tout seul ne génère pas de valeur. Pour que le propriétaire du balai de la société de nettoyage puisse se faire de l'argent, il faut qu'il y ait un balayeur, une balayeuse qui balaye, et là il se fait du profit sur le dos donc, de la personne qui travaille. Donc par quoi il faut remplacer ça? Parce que la propriété lucrative, ça veut dire que c'est le propriétaire qui décide de tout. Nous ici, on est sauvegardés à l'éducation nationale, on ne connaît pas ça. Mais vous avez tous, j'imagine, dans vos familles, vous devez connaître des gens qui, dans la sphère privée, vous avez des propriétaires qui disent, ils décident de tout. Donc ils décident à quelle heure tu commences, à quelle heure tu finis, comment il faut produire. Même si vous, simple employé, vous trouvez que dans la chaîne de production, ce serait plus logique de faire. Ben oui, mais le propriétaire, il a dit. Donc, le propriétaire, il a pouvoir décisionnel sur tout. L'employé, ici, ne sert qu'à faire bouger l'outil, rapporter de la valeur au propriétaire. Donc, ça a déjà été inventé, hein, c'est ce qui existe ici, à l'éducation nationale. C'est pour ça que je disais, les fonctionnaires, nous sommes une catégorie révolutionnaire. Il faudrait que la propriété, elle soit commune. Donc on appellera ça de la copropriété. Et pour bien montrer qu'elle n'est pas lucrative, ça s'appelle de la copropriété d'usage. Donc ça ne devrait plus exister. Copropriété d'usage. Là, on est tous copropriétaires du collège, d'une école, dans le département de la justice, ils sont copropriétaires du tribunal, je ne sais pas quoi. Donc ça veut dire que ce n'est pas toi, moi, vous qui sommes propriétaires. On l'est tous. Et d'usage, c'est-à-dire qu'on ne génère pas de valeur. On n'engraisse pas les banques quand on fait de l'éducation, normalement. D'accord? On n'engraisse pas les banques quand on travaille à la justice, on n'engraisse pas les banques quand on travaille à la poste. Mais maintenant, soit devenu la banque postale, donc la frontière est un peu floue. Donc ça, c'est la première chose. Les autres iront plus vite, mais là, j'ai pris un peu de temps parce que c'est ce qui découle, les trois autres points qui définissent ce que c'est que le capitalisme, viennent de la propriété lucrative. Donc il faut se sortir de l'idée
que être propriétaire de quelque chose, ça génère de la valeur. La seule chose qui génère de la valeur, c'est le travail humain. On ne peut pas faire de valeur autrement. Il y en a qui ont essayé de chercher, qui ont essayé de, même des grands théoriciens. Il n'y a pas d'autre moyen de faire de la valeur, c'est uniquement par du travail humain. Je rappelle que le travail humain et toute la valeur créée, ça s'appelle le PIB. Désolé, c'est pas un gros mot, le PIB. Hein. C'est à peu près 2000 milliards d'euros. 2000 milliards d'euros par an, c'est uniquement créé par le travail humain. C'est pas les machines, c'est pas des banques, voilà, c'est le travail humain. Alors, donc pour finir, le deuxième, le troisième et le quatrième point, la deuxième institution qui a été créée donc, par la classe bourgeoise en 1789, c'est le marché de l'emploi. Le marché de l'emploi, alors là, ça va grincer des dents, parce que je sais que je m'adresse à des professeurs, mais on considère normal qu'il faille se soumettre à un employeur pour travailler. C'est une pure croyance, hein, c'est une invention. Nous, fonctionnaires, nous en sommes la preuve. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai jamais rempli de CV. J'ai pas été voir un employeur en disant oui, je vais prendre ce poste-là là, de professeur de musique parce que oui, je ferai bien le travail. Oui, ah oui, je peux rester plus tard. Je passerai le balai dans ma classe s'il le faut. On n'est pas allé se vendre sur le marché de l'emploi, nous. On a cette chance-là. C'est-à-dire qu'on passe un diplôme qui nous donne une certification pour on sait enseigner ou faire tel travail. Et puis, on a une qualification avec ce diplôme qui qualifie notre personne. Et c'est ça le côté révolutionnaire de la fonction publique, c'est que nous, on est payé pour ce que nous sommes. On est payé pour notre grade. On a un indice, on a un échelon, on a un grade, et puis on sait que tel indice, tel échelon, tel grade, ça fait, bam, je sais pas, 2000 euros, 2500 euros à la fin du mois. Et c'est pareil à la poste, c'est pareil à la justice, c'est pareil dans toutes les administrations. On est payé au grade, pas à notre poste de travail. Moi qui viens de faire une mutation, je ne me suis même pas demandé comment ça allait se passer pour être payé après la mutation. On sait que ça va suivre, on ne sait pas comment ils font. En haut de votre fiche de paie, je suppose que vous ne savez même pas quel est le TPG, le trésor public qui vous paye. Bon, on voit ça d'un œil, mais on s'en fiche, parce qu'on est payé au grade. Donc ça ne dépend pas du poste. Ça veut dire que si jamais notre poste est supprimé, bon, on est un peu embêté, parce qu'on aime bien ce qu'on fait, mais on sait qu'on va être payé quand même. Alors que quand on est soumis au marché de l'emploi, dans la sphère privée, si votre poste est supprimé, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes hors marché de l'emploi, vous devenez donc chômeur, renégat de la société, etc. Donc, oui, c'est pas ce que je pense moi, hein, je sais ce qu'on pense souvent, les assistés, on les appelle, etc. Macron, il a dit, hein, il y a ceux qui réussissent, puis il y a ceux qui ne sont rien. Voilà. Bon. Donc voilà, ça a été inventé aussi par la classe capitaliste, le marché de l'emploi. Donc, vous voulez supprimer le chômage, supprimez le marché de l'emploi, et il n'y a plus de chômage. Il n'y a pas besoin de faire des grandes lois. Hein. Il suffit juste que nous tous, nous n'y croyons plus. C'est pour ça que les fonctionnaires, nous, on ne connaît pas le chômage, parce qu'on ne passe pas par le marché de l'emploi. On sait qu'on aura un salaire à vie, à partir du moment où on a le diplôme jusqu'à la fin de notre carrière, puis après, au moment de la retraite, on aura un salaire à vie. Un salaire qui ne dépend pas des banques, qui ne dépend pas du capital, etc. C'est pour ça qu'on tape sur les doigts et qu'on dit que nous, on ne fait pas du travail, nous sommes de la dépense publique. Oh, nous sommes de la dépense publique. Donc, il suffit de remplacer le marché de l'emploi par ce qui existe déjà. Donc là aussi, c'est pas une révolution, ça existe déjà. La fonction publique s'était inventée après la Deuxième Guerre mondiale, c'est en 1946, Maurice Thorez, en payant les gens, en leur donnant un salaire à vie qui ne dépend pas du poste de travail qu'ils occupent, mais qui paye la qualification, c'est-à-dire au grade, à la personne. C'est quand même hyper agréable, enfin, je pense que vous le sentez vous aussi, on est payé pour ce qu'on est et pas pour ce qu'on fait. Là, on est payé pour ce qu'on fait. Je vais vous donner un exemple. Puisque là, je parle à des profs. Par exemple, vous êtes parents, ou grands-parents, tantes, oncles. Vous apprenez à un enfant à lire. 5-6 ans, vous apprenez à votre enfant à lire. Quelqu'un de l'extérieur dit « Oh, c'est mignon, il apprend à lire à son enfant, c'est choupinou. » Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Le travail, est-ce que c'est du travail? Non. De l'extérieur, ça semble être juste choupinou. La même chose, vous êtes enseignant maintenant, et vous êtes enseignant en CP, vous apprenez à lire à une classe de CP.
Bon, là, c'est moins de choupinou, mais bon, c'est quand même bien, mais c'est quand même un fonctionnaire, donc c'est quand même de la dépense publique. Ça ne produit pas grand-chose, c'est de la dépense publique. C'est moins bien vu déjà. Et alors, si vous êtes enseignant et qu'en plus, là, vous travaillez chez Academia ou n'importe quelle société privée qui fait du soutien scolaire, etc., et que vous apprenez à des enfants à lire, là, on va dire, ah bien, là, c'est du travail, là, on le met dans le PIB, ça vaut le coup, c'est du travail, mais bon, là, encore une fois, il faut bien que la boîte, Academia, il y ait un propriétaire à qui appartiennent les locaux, les tables, les chaises, et puis des gens dedans qui travaillent, et lui, il en tire un profit. Je rappelle que sur 2000 euros, pour un salaire moyen de 2000 euros, il y a 2800 euros de profit pour le propriétaire. Donc quand vous touchez 2000, vous voyez 2000 sur votre feuille de paye, pas nous parce qu'on est fonctionnaires, mais 2000 euros dans la sphère privée, ça fait. Il y a un patron qui s'engraisse de 2800 quelque part. Bon, c'est la valeur, c'est ici. Là. 1300 euros. Alors on est en milliards. 1300 milliards d'euros, ça c'est les salaires, ça c'est pour tous les gens. Tout le monde. Fonctionnaires comme non fonctionnaires. Et là, il y a 700 milliards d'euros. Ça ici, c'est le profit. C'est-à-dire tout ce que les propriétaires lucratifs prennent sur le dos des gens qui travaillent. À l'époque, on appelait ça des exploitants et des exploités. Au moins, c'était clair, c'était signé, on savait qu'il y avait des exploités, on savait qu'il y avait des exploitants. Maintenant, bon, on appelle ça des sauveurs d'emploi, hein, des repreneurs, par exemple des repreneurs qui viennent investir. Heureusement qu'ils sont là, les repreneurs. Qu'est-ce qu'on ferait si on n'avait pas les repreneurs? Comment on ferait quand une société qui est en difficulté financière, je vais vous montrer comment on ferait. Donc voilà, on fait le même travail, hein, apprendre à lire, mais qu'on apprenne à son enfant, à une classe de CP ou dans une société privée qui fait de l'éducation, vous voyez bien que c'est pas perçu pareil. Mais ça, c'est une pure convention politique, hein, pourtant, puisque c'est le même travail. BA, ça fait bas, tu le fais avec ton enfant, tu le fais avec ta classe, tu le fais en faisant du soutien scolaire, c'est la même chose. Donc c'est pas le travail qui compte, c'est la vision qu'en a la société. Et évidemment, la vision qu'en a la société, c'est la vision de ceux qui dominent, qui gagnent. Ceux qui gagnent étant les capitalistes, ils donnent leur version à eux. Si tu apprends à lire à ton enfant, c'est choupinou, mais c'est pas du travail. Je prends l'exemple avec ça, mais je peux prendre l'exemple avec une tondeuse. Hein. Vous passez la tondeuse dans votre jardin le dimanche, zzz, vous travaillez pas, vous vous détendez, vous vous occupez de votre jardin. Vous êtes fonctionnaire territorial de la municipalité de je sais pas où, vous passez la tondeuse, c'est la même chose, hein, vous poussez une tondeuse. Mais c'est de la dépense publique. Maintenant, vous êtes salarié d'une boîte Veolia qui a la concession de tous les espaces verts de telle ou telle municipalité. Là, oui, là, il travaille. Pourtant, il passe la tondeuse pareil. Hein. Donc c'est important de bien comprendre que c'est uniquement parce qu'on y croit que ça existe. C'est ce qu'on appelle un dogme. Quand on croit quelque chose, si tout le monde le croit, forcément, on croit même que c'est naturel. On a naturalisé les choses pour bien faire comprendre que c'était vrai. Et puis nous, comme nous sommes nés dans ce système, on les considère naturellement vrais, puisqu'on n'a jamais rien connu d'autre. C'est pour ça qu'il faut s'intéresser, bon moi je fais ça depuis quelques temps, quelques années maintenant, de m'intéresser à l'histoire, et apporter du coup, je vous apporte d'autres clés de lecture, pour bien montrer que ça n'a pas toujours été comme ça. Il faut arrêter de dire, oh ben oui mais tu sais, te prends pas la tête, il y a toujours eu des riches et des pauvres. Il y a toujours eu des... Mais ça peut se changer. Ça c'est fait. C'est ce qu'a fait la classe ouvrière après la Deuxième Guerre mondiale, en créant par exemple la fonction publique. Nous devons en être fiers, ne plus baisser les yeux. Troisième chose, c'est le crédit d'investissement. Alors, le crédit d'investissement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens, ils ont de l'argent, et donc ils vont prêter, avec des... comment on appelle ça? Avec des intérêts évidemment, ils vont prêter pour qu'on puisse fabriquer des autoroutes, des bâtiments, des hôpitaux. Hein. Regardez le pôle santé qui a été construit là, pas loin. Il y a des fonds publics, mais il y a des fonds privés aussi. Et donc ces gens-là, comment ils font pour nous prêter? Il vient d'où l'argent? Il vient de là. Il y a une petite partie du profit, quand même. Ils prennent partout, ils nous en redonnent une partie pour qu'on puisse investir. Une petite partie du profit, qui s'appelle donc de l'investissement. Et on serait censé les remercier. Mais, je l'ai dit tout à l'heure, l'investissement qu'ils prennent là, ils le prennent sur le profit, sur la valeur. Je l'ai dit tout à l'heure, la valeur qui est créée, elle est créée uniquement par le travail. C'est-à-dire par nous. C'est-à-dire qu'ils nous en prennent,
et après ils nous le prêtent. Et on dit merci. Et en plus on rembourse évidemment, et on rembourse avec des intérêts. Toutes les municipalités sont endettées chez Dexia et d'autres banques, parce qu'il a fallu payer, bah oui, mais l'argent il existe. Hein. Il suffit juste, au lieu d'appeler ça le profit, il suffirait juste d'appeler ça à nous. Il faut se réapproprier la part réservée au profit. Il ne faut pas taxer, comme on entend souvent les politiques dire taxer, on va prendre 1%, taxer à 2% de capital. Oui, bon, d'accord, on va gagner un petit peu, mais c'est pas ça qui va changer, c'est pas ça qui va faire que ce sera toujours cette classe-là qui nous dominera. Hein. Taxer le capital, ça va le légitimer. Donc quand vous entendez aux infos qu'il y a un repreneur qui vient reprendre une société une société française qui a des problèmes, une entreprise, un repreneur, il prend 2 fois. Déjà il prend parce qu'il y a le profit, après il prête et on lui rembourse. Les investisseurs, ils ont tout compris, c'est normal, c'est eux qui sont à l'origine de tout cela. Hein. Donc on n'a pas besoin d'eux hein, pour financer des collèges, des écoles, des hôpitaux, des autoroutes. On pourrait tout simplement faire de la subvention. Si on décide de se réapproprier la part là-bas du profit, on se rend compte avec 700 milliards, tout ce qu'on peut faire. C'est par an, hein. 700 milliards, tout ce qu'on peut faire avec 700 milliards. Là, on va en avoir des tableaux numériques interactifs. Hein. Et là, on va en avoir des, je sais pas quoi. Là, on peut en faire de la santé, des hôpitaux, même en milieu rural, on peut y aller. On peut refaire les routes, on n'est plus obligé de laisser les autoroutes à Vinci ou je ne sais pas quel propriétaire lucratif. Donc la subvention, c'est tout à fait possible. Hein. On ne peut pas dire, si on est intellectuellement de bonne foi, on ne peut pas dire non, ça ne marchera pas, c'est pas possible, il n'y a pas les sous. Les sous, ils sont là. C'est juste que pour l'instant, il y a une partie de tout ce qu'on fait, on les laisse au Bernard Arnault, au Pierre Gattaz, au grand patron. Je cite des Français, mais tout ça, c'est très international. Il y a la même chose aux États-Unis, en Angleterre. Allez, dernière chose, pour ne pas vous endormir. Qu'est-ce qui reste ? 4e institution du capitalisme, c'est l'approvisionnement chez l'emploi, le crédit d'investissement. C'est la mesure de la valeur par le temps. Là aussi, en fait, là, je vais citer ces 4 croyances. Il y a des croyances qui sont tellement ancrées que c'est quand on dit qu'on est dans un pays laïque, moi je dis non, on n'est pas du tout laïque, on a 4 grosses croyances là. Hein. On croit que la valeur d'un objet, ça se détermine par rapport au temps qu'il a fallu pour le produire. Ce marqueur, je ne sais pas combien d'heures il faut pour faire un marqueur, on va dire 6 heures, bon, bah, ça vaut 2 euros. Je ne sais même pas combien ça coûte un marqueur, mais bon. On va dire 2 euros parce qu'il ne faut pas longtemps pour le fabriquer. Voilà. Un store roulant, un volet roulant électrique, là, je sais pas, il faut 300 heures, ça vaut 1000 euros. J'ai n'importe quoi comme chiffre. Mais... Voilà, on considère que comme il a fallu plus de temps pour construire un store qu'un marqueur, ça vaut plus. Ça aussi, c'est une croyance, et puis alors c'est une croyance qui nous emmène loin, parce que c'est une croyance où, évidemment, le propriétaire lucratif, il va demander aux travailleurs de faire tout le plus vite possible, avec le moins de temps de travail, pour qu'ils s'en mettent encore plus dans les fouilles avec le profit, puisque moins il faut de temps pour fabriquer un objet, plus il va pouvoir le vendre, et plus il va faire d'argent. Mais bon, le problème c'est que la société d'autres marques de marqueurs ou de volets, ils vont faire la même chose, et puis de plus en plus, c'est un système qui va s'écrouler, tout ça. Moi je propose, enfin nous proposons, nous sommes plusieurs, de mesurer ça par la valeur d'usage. C'est-à-dire de mesurer, on pourrait très bien, mais là aussi il faut changer de paradigme, changer de façon de voir les choses, mesurer par rapport à l'utilité de l'objet. Pour la demi-heure où je vous embête là, je trouve que ce marqueur était plus utile que ce store ce volet roulant électrique. Ça vole pas encore. Voilà, ça a été plus utile. Pour faire une révolution, c'est plus utile un marqueur qu'un store. Voilà. Bon là je prends l'exemple du marqueur du store, mais plus caractéristique encore, entre le marqueur et une bombe nucléaire par exemple, qu'est-ce qui est le plus utile, qu'est-ce qui est le plus bénéfique ? Le marqueur ou des médicaments, là, les médicaments que vous entendez, puis qui sont retirés des marchés parce qu'on se rend compte, ah non, ça fait des morts. Oui, mais en attendant, il y a des gens qui sont des laboratoires pharmaceutiques qui se sont engraissés et qui ont fait du profit sur ça. Donc, est-ce que c'est si normal de donner plus d'argent à quelque chose qui a mis plus de temps, considérer que c'est plus utile ? Question que je pose, mais dans l'urgence écologique dans laquelle on est,
il serait peut-être bon de considérer que ce qui a plus de valeur économique, c'est plutôt ce qui est plus utile, ce qui sert à la société, ce qui sert au bien commun. Il y a une idée de bien commun derrière, et ça, le bien commun, c'est pas le Front National qui va pouvoir le récupérer, c'est pas le Front de gauche, c'est pas, c'est commun. Voilà, donc on supprime la valeur du temps par la valeur d'usage. Donc ça, ce sont les 4 institutions du capitalisme. Et en quoi la fonction publique, c'est quelque chose de génial? C'est que nous, on est là, en fait. On est dans ces 1300. Dans les 1300, vous avez 100 milliards d'euros chaque année qui sont les salaires des travailleurs indépendants. La fonction publique, nous, donc, il y a 150 milliards par an qui sont donnés à la fonction publique, enfin, qui ne sont pas donnés, mais qui reconnaissent que nous, notre travail, il produit, ici, par exemple, de l'éducation. Entre parenthèses, ne vous laissez plus jamais dire que nous ne produisons rien. C'est pas parce qu'on ne vend rien, c'est pas parce que ce qu'on fait, c'est pas marchand que ça ne produit rien. La preuve, on est compté, on est comptabilisé dans le produit intérieur brut. Donc on produit quelque chose, nous, fonctionnaires. On produit de l'éducation, on produit de la santé, on produit de la justice, on produit de l'administration, etc. Il y a ensuite 500 milliards d'euros qui sont les cotisations sociales. Et puis 550, ça, ce sont les salaires directs de la sphère privée, donc là, de la Calédonie, par exemple. Donc nous, on est là, on est 150, et tout ça, là, c'est une partie qui fonctionne sans capitalisme. C'est-à-dire, vous pouvez regarder, on ne fonctionne pas avec tout ça. On n'a pas de propriétaire lucratif, je vous ai dit, on est ici tous copropriétaires d'usage du collège. On ne se soumet pas au marché de l'emploi, on ne se soumet pas à la pression d'un employeur, on ne se soumet pas à n'importe quel chantage, on dit on va faire mieux le travail que l'autre pour être un peu plus payé. Non, nous on a un salaire à vie payé avec notre personne, pas selon un poste. On n'a pas besoin, mais ça a tendance à changer de plus en plus, dans les marchés, on appelle ça le marché public, mais parfois c'est public-privé, donc ça commence à changer, il faut faire attention. Et ici, on ne mesure pas ce qu'on fait par rapport au temps. On ne dit pas, pendant une heure, il faut apprendre aux élèves à lire en 1 heure, ou en 10 heures, ou en 100 heures. On a quand même plus de temps, puisque nous, on parle même de cycle, etc. Donc c'est sur plus que... On ne compte pas en heures. Et puis c'est vrai que l'éducation, c'est pas quelque chose qui se mesure vraiment avec le temps. On mesure selon après si la personne elle est bien éduquée ou pas. Donc ça, c'est même, j'allais dire, c'est anticapitaliste, c'est même pas anticapitaliste, ça c'est acapitaliste. On fonctionne sans eux. On est hors du système. On est totalement subversif. Nous sommes tous subversifs quand on est des fonctionnaires. Donc c'est pour ça que je dis, on baisse plus les yeux, on les ouvre, on est fiers de ça. On est subversif, on est acapitaliste. C'est ce qui permet. Alors les cotisations sociales, pour finir, c'est ce qui permet de payer le salaire à vie des retraités, donc nous dans le futur. C'est ce qui permet de payer le salaire à vie des personnels soignants, les infirmières, toute la fonction publique hospitalière, c'est payé avec les cotisations sociales. C'est ce qui permet de reconnaître le travail que fournissent les parents, la branche famille, les allocations familiales, etc. Et c'est ce qui permet, tenez-vous bien, même de reconnaître que les chômeurs participent à la valeur économique, puisque dans la sécurité sociale, il y a 4 branches et il y a une partie chômage. Donc même les chômeurs, ils sont dans le PIB, donc ça veut dire que même un chômeur, ça produit. Même un retraité, ça produit. Et ça, c'est difficile à entendre. Souvent, on a l'impression que, moi le premier, je pensais qu'un retraité, c'est bon, il a travaillé, mais maintenant c'est fini. Il va passer sa tondeuse le dimanche, il va apprendre à des gamins, à ses petits-enfants à lire. Voilà, et pourtant, il produit aussi. Le soignant, il produit. Allez, tout ça, ça vend rien. Tout ça, on est acapitaliste, donc effectivement, si vous regardez bien, c'est ceux qui se font taper en ce moment. Vous avez entendu Macron, 1er janvier 2018, suppression de la cotisation sociale pour le chômage et je ne sais plus quoi. Ça veut dire moins d'argent ici, donc moins d'argent pour payer, je ne sais plus, c'était les chômeurs et peut-être les retraités ou les soignants, je ne sais plus. Donc attendez-vous à des manifestations où les chômeurs, les soignants disent « on veut plus de sous ». Mais parce que comme on fait passer ça pour des charges sociales, vous avez dû entendre souvent les charges sociales, il faut supprimer les charges, il y a beaucoup de charges dans ce pays, la France, pas un pays d'entrepreneurs. Les charges sociales, ce n'est pas des charges, ce sont des cotisations. Avec tout ça, on fait fonctionner un pays. Donc le but du jeu, ce que propose
Bon, je ne vous le cache pas, hein, c'est la gauche qui propose ça, mais la vraie gauche, c'est une gauche sociale, pas le Parti socialiste. La vraie gauche, elle propose de faire ça, c'est-à-dire d'étendre à tout le monde, que tout le monde puisse connaître la joie que connaît un fonctionnaire de savoir qu'il ne sera jamais viré. C'est ce qui permet aussi à un fonctionnaire, alors pardon, la principale, mais c'est ce qui nous permet aussi d'ouvrir notre bouche, hein, quand on a quelque chose à dire. Moi, je ne sais pas contre vous, hein, mais on peut ouvrir la bouche contre une réforme ou un proviseur, un principal, parce qu'on sait qu'on aura toujours notre paye. Après, il y a des moyens de pression aussi, mais pas sur la paye. Vous comprenez la différence avec un employeur dans une boîte privée. La boîte privée, l'employeur, hein, il dit aujourd'hui je te prends, je t'embauche, dans les conditions que je voudrais, avec le salaire que je voudrais, aux horaires que je voudrais, en travaillant comme je voudrais. Tu ouvres un peu trop ta bouche, bon bah ok, je te reprends, je te sors du marché de l'emploi, tu deviens chômeur, renégat de la société, assisté, et puis voilà, si tu conviens plus, si tu ouvres trop ta bouche. Donc voilà, nous sommes une classe révolutionnaire. Ça peut sembler utopique, hein, tout ce que je dis, mais si on généralisait le salaire à vie à tout le monde, eh ben, je suis sûr que les gens seraient nettement plus heureux. Alors, au sens commun, on serait vraiment plus heureux. Et on ne dit pas c'est utopique parce qu'on est déjà très très nombreux à l'utiliser, à avoir le salaire à vie, hein, entre tous les fonctionnaires, tous les retraités. Et encore, les retraités, ils ne touchent pas toute leur pension parce qu'ils n'ont pas cotisé tout le temps. Bon. Mais il y a à peu près 15 ou 18 millions de personnes en France qui bénéficient du salaire à vie. On est 46 millions d'électeurs, donc on est à 18 millions. Avec juste ce petit bout là, on fait 18 millions. Vous imaginez si on avait tout, on aurait même du rab. Alors, on aurait vraiment du rab. Donc c'est possible, ça s'appelle l'idée du salaire à vie, à ne pas confondre avec le revenu de base, parce que ça, le revenu de base, vous l'entendez, la droite, la gauche le propose. Quand la droite propose un truc comme ça, il faut se méfier. Hein. Mais quand je dis la gauche, c'est pas une vraie gauche non plus. Hein, donc méfions-nous quand tous les politiques proposent tous la même chose. Il y a quelque chose derrière. Ce serait l'objet d'un autre débat que je ne vais pas mener ici. Mais tout ça pour dire que ça a déjà été lancé, ce côté acapitaliste, c'est venu de la classe ouvrière, après la Deuxième Guerre mondiale, avec des gens comme Maurice Thorez, des gens comme Ambroise Croizat, qui invente le régime général de sécurité sociale. Ambroise Croizat, quand il est mort, entre parenthèses, il y a eu 1 million de gens dans la rue sous une pluie battante qui sont venus, qui ont défilé pour lui, parce que c'était des travailleurs qui étaient conscients encore à l'époque qu'il avait inventé quelque chose de révolutionnaire. C'était tous des ouvriers, ils sortaient de la métallurgie, de la sidérurgie, c'était pas des énarques. Hein. Ils ont eu des ministères pendant 1 ou 2 ans après la Deuxième Guerre mondiale, puis après ils se sont fait virer, et l'oligarchie a repris les sièges. Mais voilà, tout ça c'est possible. Donc je vous encourage vivement maintenant, quand vous entendez parler de fonction publique, à faire « oui, c'est moi », et expliquer pourquoi nous sommes novateurs, et pourquoi nous devons représenter l'espoir. Et non pas être de la dépense publique en baissant les yeux, comme ça, oh, ouais, je suis fonctionnaire, moi j'ai de la chance. Non, c'est pas nous personnellement qui nous sommes battus pour ça, mais des gens qui se sont battus, qui ont inventé quelque chose qui était révolutionnaire. Alors je sais pas, eux ils ont mis 500 ans à faire leur révolution. Hein. Peut-être qu'on ne mettra pas 500 ans à faire la nôtre, avec Internet ça va plus vite, mais ça a déjà commencé. Voilà, c'est la petite note d'espoir. Ça a déjà commencé, ça fait déjà la fonction publique, ça fait déjà 70 ans que ça dure. On a fait presque un siècle du chemin. On est à un cinquième. Voilà. Donc c'est quand même très positif et il y a quand même beaucoup d'espoir, surtout quand on voit le nombre de gens qui ignorent tout ce que je viens de dire. Pas parce que c'est des gens bêtes, hein, c'est parce que malheureusement, c'est pas ce qu'on nous apprend, c'est pas ce que vous entendez, c'est pas ce qu'on entend dans les médias. Mais les médias, je vais le dire, mais il y a 8 grands patrons qui possèdent les médias en France. 8 propriétaires lucratifs. Donc ils ne vont pas faire la pub de quelque chose qui pourrait les enlever de la position qu'ils tiennent. Donc c'est à nous de faire le travail. Donc moi j'anime des réunions de temps en temps dans mon salon. En juillet je fais ça chez mon père dans son jardin. Là je le fais aujourd'hui, même si c'est totalement informel. Hein. J'en parle au plus de monde possible parce que je n'attends pas que ça vienne d'un politique qui que ce soit. Moi le côté mettre un bulletin en ligne tous les 5 ans pour choisir entre le plus beau, le plus jeune, le mieux coiffé, un concours de beauté. Bon.
Voilà, ça ne viendra pas. Il ne faut pas déléguer en pensant que quelqu'un d'autre le fera, un leader charismatique qui va arriver. Non. Pour arriver à faire des campagnes présidentielles comme ils le font, il faut de l'argent. Et l'argent, ça vient de banques. Les banques, ce sont des propriétaires lucratifs dans une entité juridique qu'on appelle banque. Mais voilà, il est très rare que ce soit quelqu'un du peuple qui accède au pouvoir. On a vu ceux qui faisaient partie du peuple et qui ont essayé, ils ont eu quoi? Ils ont eu 0,9% des voix. Donc n'attendons pas trop des élections, et c'est à nous de faire le travail, mais ça veut dire qu'il faut se prendre en main, comme je le fais là. Il a fallu lire des bouquins, il a fallu se plonger la tête dans certaines un peu de bibliographie, mais moi ça m'a redonné espoir en tout cas. C'est pour ça que j'espère le transmettre aussi, j'espère pas trop déprimer les gens, mais il y a un espoir derrière tout ça, c'est que, et en plus moi en tant que fonctionnaire, je le revendique encore plus, on a trouvé l'antidote à tout le marasme dans lequel on est. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci. Moi j'ai fini. Après, s'il y a des questions, je suis toujours prêt. Mais j'ai pas forcément les réponses, parce que je suis comme vous, je lis, je me documente, mais il y a des fois, je suis comme vous, on a tous envie de se détendre. Moi j'essaie au contraire de maintenant, comme je le disais l'autre jour, un peu moins penser, parce que c'est vrai que c'est un peu... C'est pas funky quand on écrit dans un mail. Je vous propose à tous une réunion sur la fonction publique. C'est pas hyper funky, voilà, je le conçois totalement. Mais voilà, on passe bien, vous savez, la moyenne devant la télé, combien c'est 3h45, ça a augmenté encore. 3h45 de moyenne en France devant la télé. Et moi j'en ai pas, donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui fait 7 heures. Toi t'en as pas non plus, donc il y a quelqu'un qui fait plus. Mais voilà, donc tout ça veut dire que ce sont des sujets, voilà, on n'en parlera pas à la télé. Ceux que ça intéresse, il y a des vidéos sur YouTube d'un sociologue, économiste, qui s'appelle Bernard Friot. Mais c'est pareil, c'est des vidéos, ça prend un peu de temps. C'est difficile d'expliquer ça en 5 minutes. Et encore, moi j'ai survolé, bien entendu. J'ai pas non plus le niveau pour aller hyper dans le détail. Je suis pas économiste, je suis pas sociologue. Mais voilà, il y a des gens qui en parlent, ça se trouve. On tape salaire à vie, et puis il y a des vidéos. Et voilà, je vous encourage tous à regarder. Et si ça vous a interpellé, n'hésitez pas à m'en parler au détour de la salle des profs, d'une salle de réunion, je sais pas quoi. Parce que vous voyez bien que dans notre métier, avec toutes les réformes qui arrivent, dans l'éducation nationale, souvent, ça servirait qui, toutes ces réformes? Ça servirait les employeurs, donc les patrons, donc les propriétaires lucratifs. Apprendre aux enfants à bien lire, à avoir un esprit critique, du vocabulaire, une pensée critique, savoir argumenter. Alors, sur le papier, oui, c'est marqué. Mais concrètement, c'est pas ce qui se passe. Et donc, quand on ne sait pas argumenter, on accepte plus facilement peut-être les réformes. Et tout ce qu'on entend. Il y a des gens qui sont d'accord avec... il y a ceux qui réussissent et il y a ceux qui ne sont rien. Après, attends, toi t'es fonctionnaire, t'as jamais monté de start-up de ta vie, on peut pas dire que t'es réussi. C'est combien il faut avoir une Rolex à je sais plus quel âge pour avoir réussi. À 50 ans, si t'as pas de Rolex, je sais plus combien. Donc c'est tout ça qu'il faut changer, mais ça se fera par la base, c'est-à-dire par le peuple. Le peuple, c'est vous. Enfin, c'est nous. C'est nous tous. Ça n'a pas beaucoup plu aux hommes, d'ailleurs. Oui, d'ailleurs. Très étrange. La révolution sera donc féminine, apparemment. On est plus curieux à ça. Ouais, peut-être. Ouais, la nature. Ouais, mais souvent. Mais c'est vrai que c'est bien d'être curieux. Enfin, curieux dans le sens... Ah, mais t'as le bon sens. Pas la curiosité mal Ah, placée, ça, mais... non, mais voilà, la curiosité. Mais d'entendre quelque chose... C'est pas facile d'entendre un discours, parfois, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Moi, la première fois que j'ai entendu ça, je me suis dit, qu'est-ce qu'il raconte? Parce que moi, j'étais comme ça, mais ça, on peut pas changer les choses comme ça se saurait. Mais ça se sait. C'est ça le truc, c'est que ça se sait. Et en haut lieu, on le sait très bien. C'est pour ça qu'à la place de cotisation, ils appellent ça des charges. Parce qu'une charge, c'est connoté négativement. Une charge, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se décharger. Que si on cotise tous ensemble pour se payer le chômage, la sécurité sociale, tout, là c'est autre chose.